Personne attend rien de toi à ce moment-là. Tout le monde est juste heureux que tu sois en vie. J'ai une vraie passion pour le parapente en général. Et l'acrobatie, l'idée c'est de faire des figures en l'air avec son parapente. Cette photo c'est une radio de mon bassin. C'est l'accident donc, que j'ai eu en 2023. Je me suis écrasée un peu fort au sol. J'ai aucun souvenir de cet accident. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait déborder partout. Et j'ai eu le cocktail qui a fait que je me suis écrasée. Je me souviens de décoller et de me réveiller dans un brancard. C'est quand il a fallu revoler en accro que j'ai trouvé ça hyper compliqué. Mais c'était pas parce que j'avais peur de faire de l'accro, c'était parce que j'avais peur de voir que j'étais moins bonne que ce que j'étais avant. J'avais juste peur de me voir régresser et d'avoir une moins bonne, je pense, estime de moi. Et le fait de me voir régresser, c'était comme si je perdais toute ma valeur. Comment tu la regagnes, cette confiance? Parce que du coup, l'année d'après, t'es championne du monde. Comme on en parlait justement juste avant, je t'avais proposé qu'on commence directement dans le vif du sujet en parlant, en présentant ton sport, puisque c'est un sport qui est pas si médiatisé que ça, entre guillemets, Ouais. d'un point de vue grand public, on va dire. Et pourtant, c'est quelque chose qui est vachement inspirant et très risqué. On en reparlera un peu. Mais est-ce que, pour commencer déjà, pour ceux qui nous écoutent, tu pourrais déjà un peu présenter le parapente acrobatique, ce que c'est? Ouais. Alors, déjà le parapente. Ouais. Je pense que les gens voient en général quand même à quoi ça ressemble le parapente. Du coup, c'est on vole avec un bout de tissu. Alors acrobatique, l'idée c'est de faire des figures en l'air avec son parapente. Et donc en gros, on va passer un peu par tous les axes, au-dessus, en dessous, sur le côté de la voile. Et l'idée, alors en compétition, ça va être de maîtriser les figures le plus proprement possible. Donc dès qu'on va avoir un bout de voile qui ferme, on va perdre des points. Et le but c'est de présenter un run, donc un enchaînement de figures qui est le plus propre et le plus esthétique possible. Et après on va être jugé sur de la technique en premier, de la chorégraphie et l'atterrissage. Ok. Voilà. Et du coup, c'est un sport qui s'apparente beaucoup plus à un sport artistique comme de la danse ou de la gym qu'un sport purement de performance comme le foot, on pourrait penser. Ouais, c'est plus un sport c'est du freestyle quoi. Okay. Donc du coup, on va être, c'est des juges qui mettent des notes quand même en bas. Donc ça reste, pas non plus. Parfois, ça peut paraître injuste aussi. Ouais. Mais bon, après, c'est jugé par des humains et pas par un chronomètre, quoi. Parce que du coup, quand tu dis injuste, est-ce que c'est parce que comme c'est des humains, il y a aussi la part d'artistique et de ce que chacun préfère dans la discipline qui joue en faveur des notes ou? Oui, je pense qu'il y a de ça. Il y a aussi un pourcentage d'erreurs de la part des juges qui peuvent quand même faire des erreurs. Hein. Et du coup, ça peut paraître injuste en fait en tant que compétiteur. Et en fait, je pense que les notes, ça se lise quand même sur une saison complète. Sur une compétition, parfois, ça peut être dur à accepter des fois certaines notes, mais sur une saison complète, ça va toujours se lisser quand même. Parce que les notes, du coup, ça se passe comment? Il me semble que j'avais vu en interview, vous expliquez un peu, il y a 3 catégories, c'est ça? Et en gros, c'est noté sur 3 aspects au niveau du style. Donc, on va avoir une note, c'est ça, donc technique. Et c'est les notes qui vont être additionnées ensemble. Après, on va avoir des coefficients. Chaque figure va avoir un certain coefficient et on va appliquer un pourcentage en plus en fonction de la complexité de ce qu'on peut rajouter. Donc, par exemple, si on vole twisté, donc c'est à l'envers. C'est comme si t'es sur une balançoire et tu te retournes. Et tu vois, tu fais un demi-tour et t'as les 2 fils qui sont croisés. Du coup, c'est exactement comme ça. Parce qu'on a 2 faisceaux comme ça de suspendre. Donc, c'est les fils, quoi, qui se croisent et on fait toutes les figures comme ça à l'envers. Ok. Et dans les figures, est-ce qu'il y a des figures, entre guillemets, emblématiques ou des choses qu'on voit souvent, qu'on reconnaît? Parce que là, tu parles de balançoire, j'ai Infinity Tumbling, je crois, en tête, où les gens ils tournent autour de la voile. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça ou?
Bah alors ça, j'ai envie de dire, c'est la plus emblématique, c'est le plus visuel pour le grand public. Nous, c'est pas forcément la figure la plus technique. Ok. Alors à la base, après maintenant, il y a plein de variantes qui font que ça devient quand même plus technique. Mais par contre, c'est pas forcément la figure la plus technique à Ok. réaliser. C'est assez engagé parce que bah le risque, c'est de tomber dans la voile et c'est quand même un des plus gros risques. Mais après, non, bah, une des figures qui est longue à vraiment maîtriser, ça va être l'hélicoptère. En fait, Ok. c'est un peu comme une pale d'hélicoptère, c'est que on va avoir une moitié de voile qui tourne en avant, Ok. une moitié qui tourne en arrière, et nous, du coup, en dessous, on tourne à plat. Ok. Et du coup, ouais, ça fait un peu l'hélicoptère, comme une feuille morte, tu sais, qui tourne Ouais. là. Je sais plus. Je faisais ça quand on était petit. T'as des feuilles comme ça qui tournent un peu Ouais. en hélicoptère. Bah, c'est pareil. Ok, je vois. Et là-dedans, toi, est-ce qu'il y a une figure que tu apprécies particulièrement ou ce que le Stall to Infinite ou Ouais. Infinity, je crois, j'ai vu que tu étais la première femme à l'avoir faite. Ouais. Qu'est-ce que ça représente quand tu fais une figure comme ça quand j'ai envie de dire, t'es déjà la première à le faire, ça doit représenter quelque chose, mais en même temps, c'est une figure qui doit être assez engagée comparée à d'autres, comme tu parlais avant. Alors c'est au moment où je l'ai fait. Aujourd'hui, ça a évolué quand même, ça a Ok. changé parce que le matériel, il a évolué. Donc le matériel est plus fait pour la figure aussi. Ok. Donc en fait, on a beaucoup plus confiance aujourd'hui dans le matériel pour cette figure. Mais du coup, quand c'était un peu le début et qu'on était un peu tous là, ça passe pas, on sait pas trop. Et il y en a les quelques-uns qui disaient ah ça passe tout le temps. Donc on s'est là ah ouais ah bon. Donc moi je me suis dit ok je vais aller essayer, ça peut être cool d'essayer ça. Et du coup au moment où je l'ai fait c'était quand même vraiment un gros truc quoi. Tout le monde était hyper content et ça a presque rendu la figure vachement plus accessible quand je l'ai Ok. fait. Et, ce qui du coup qui est bien d'un côté parce que bah ça fait évoluer le sport en fait, du coup t'as de plus en plus de gens qui le font, qui se motivent à le faire et à essayer, et puis du coup la figure elle s'est plus démocratisée aussi. Maintenant il y a beaucoup de gens beaucoup de gens dans les acrobates en tout cas qui peuvent se permettre d'essayer de le faire ou de le faire parce que c'est les voiles aussi sont beaucoup plus faites pour. Ok. En fait, avant, ce qui se passait, c'est que c'est une figure où on vient décrocher la voile, donc on perd toute la portance de la voile, et on attend un timing précis quand la voile est derrière pour lâcher les commandes, en gros. Enfin, lâcher, on les tient, mais on touche plus les freins, quoi. Et la voile, elle va shooter très fort, et on va passer au-dessus de la voile, et après, là, on va être sur cette rotation d'infinite. Et donc l'idée, c'est que tu passes de rien à un shoot hyper puissant et on va dire tout quoi. Donc où t'arrives dans cette rotation. Et le truc c'est que bah dans ce moment où ça shoot, bah tu peux tomber dedans très facilement. Ok. Et il y avait des risques aussi de déchirure de voile peut-être ou des choses comme ça avant, non? Bah, surtout de sauter dans la voile. Ok. C'est le plus gros risque quoi. Ouais, c'est vraiment le plus gros risque, c'était quand même de sauter dans la voile quoi. Ok, je vois. Et de pas trop savoir et que ça allait hop ça fait. Maintenant les voiles en gros même si t'as pas trop la bonne technique sur les voiles en tout cas où on sait que ça le fait, tu sais que sur le premier tour tu vas réussir à passer de l'autre côté de la voile. Donc en vrai c'est quand même moins risqué que de te dire ok je sais même pas si en fait je passe de l'autre côté, ça se trouve je saute droit dedans quoi. Ouais. Et ça c'était un peu qui tout double quoi. Ok, je vois. Et sur des figures comme ça à risque, à l'époque du coup c'était encore plus complexe avec le matériel de ce que tu disais, mais même aujourd'hui sur d'autres figures, qu'est-ce qui rend une figure compliquée? Est-ce que c'est la technique qui est complexe à avoir pour faire le mouvement avec le risque de chute, ou c'est plus une difficulté mentale de se dire vas-y là faut que je le lance, de toute façon le matériel il est fait pour? Bah, ça dépend des figures, j'ai envie de dire. Ok. Il y a des figures où t'as vraiment un aspect technique vraiment à travailler où en fait il y a tellement de variantes à la figure où 1 centimètre de frein ça va changer en fait tout le placement que tu dois avoir entre tes commandes, entre ton poids dans le bassin et tout. Et ça en fait ça demande énormément de travail et de temps à répéter les figures pour savoir exactement comment le faire. Et il y a des figures, ça va être plus, ça c'est une figure qui va être plus à l'engagement. C'est pas une figure où il y a besoin de la travailler, enfin en tout cas pour moi, mais de la travailler
Sur la variante normale, j'ai envie de dire, mais de la travailler tout le temps énormément, parce qu'en fait, la technique est pas très compliquée, et vu que le matériel fonctionne, ça fonctionne. Moi, par exemple, sur la saison dernière, c'est une figure que j'ai quasi pas travaillé de la saison et que j'ai pu placer en compétition pour avoir certains points. Par contre, aujourd'hui, on les fait à l'envers, ces figures-là. Donc en fait, comme je te dis, sur la balançoire où tu croises les mains, quoi, et tu fais la même chose, mais comme ça. Donc en fait, tu rajoutes une énorme variante où tu es beaucoup plus déséquilibré partout, à l'envers, et tout impacte ce mouvement-là. Et un petit mouvement de bassin, hop, ça peut complètement faire rater la manœuvre. Donc là, ça rajoute des variantes qui sont plus compliquées et qui demandent beaucoup plus de travail. Mais sur la figure en elle-même, à la base, c'est pas forcément aujourd'hui une figure qui est encore très technique. Ouais. Ok, je vois. Très cool. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Pour ceux comme moi qui n'y connaissent rien à part les vidéos de Riding Zone ou de tes réseaux. Mais pour entrer dans le vif de l'épisode, j'ai envie de dire un peu première question que je pose à tous les invités maintenant. Qu'est-ce que je dois savoir de toi pour comprendre la personne que j'ai en face de moi aujourd'hui ? Ouf, c'est pas facile comme question. C'est pas une question facile, mais je trouve qu'elle est plus intéressante que demander simplement aux personnes de se présenter. Ouais, qu'est-ce que tu dois comprendre de moi pour savoir qui t'es en face de toi ? Je trouve ça super dur parce que ça dépend toujours sur quel aspect. Ouais. Tu vois, si c'est sur l'aspect sportif, sur ma personnalité, sur ce que je fais dans la vie en dehors du sport, ou t'arrives à me mettre un peu plus précis sur le... Et sur l'aspect dont toi t'as envie de parler aujourd'hui, parce que comme on en avait parlé avant, on va parler du sport, mais aussi de toi qui se cache derrière les performances et à travers ton parcours. Ouais. Ben, je trouve ça toujours très difficile comme question, mais parce que je pense avec le sport, des fois tu te caches derrière le sport et cette image que t'as de toi dans le sport, et du coup je trouve ça assez dur de dire comment je me définis des fois en dehors du sport, juste en tant que personne, quoi, en tant que... Mais après je pense que je suis quelqu'un d'assez tenace. Le mot résiliente, j'ai un peu du mal parce qu'on l'entend partout, mais c'est vrai que c'est quand même un mot qui me correspond quand même sur certains aspects. Je sais pas jusqu'où. Et à travers le prisme du sport, du coup, si c'est plus simple pour toi, comment est-ce que les gens devraient te voir en tant que sportive, pour ceux qui te connaissent pas peut-être? Je vais dire, je suis une bosseuse. je travaille pour avoir ce que je veux. Et quand j'ai un objectif, j'ai beaucoup de mal à lâcher mon objectif. En général. J'ai envie de dire, je suis assez tenace dans ce que je fais, et j'aime avoir ce que je veux. Je suis un peu têtue quand même. Ouais. Ça a du bon du coup pour le sport. Oui, ça a du bon. Je pense que c'est peut-être ça fait partie de mon caractère. Ça fait un peu partie de mon caractère aussi, mais... Attends, avant de continuer, j'ai quelque chose à te demander. Seulement 4,7% d'entre vous sont abonnés. Si c'est pas encore ton cas, abonne-toi, parce que plus on est nombreux, meilleurs sont les épisodes et les invités comme celui d'aujourd'hui. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit, mais pour nous ça change tout. On reprend, bon épisode. Mais oui. Et en parlant d'être têtu et tenace, pour aller sur... le sujet de l'épisode, comme je l'avais dit en amont, j'aime bien aborder certaines crises avec les invités et comprendre comment ils se sont transformés à travers ça et ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Justement, en parlant de tenace, j'ai récupéré une photo que du coup Tida, ta chargée de com, m'avait envoyée dans le dossier, qui est celle-ci. Ah oui, c'est mon bassin. Pour entrer dans le vif du sujet, justement, j'allais te demander qu'est-ce que cette photo... Enfin, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est cette photo ? Et après, qu'est-ce qu'elle représente pour toi aujourd'hui ? Je précise pour ceux qui sont en vidéo, je la mettrai aussi à l'image. Cette photo, c'est une radio de mon bassin. Donc, déjà, tout le matériel qui est dedans, ça va rester dedans à vie. Donc, ça fait un peu partie intégrante de moi. J'ai mis un peu du temps quand même à accepter que ça faisait partie de moi, et j'étais un peu là dans le métal, machin, ou le... Maintenant, je suis un peu là, oui, bon, c'est mon bassin, quoi. Et ça, c'est l'accident que j'ai eu en 2023. Je crois que c'est le 29 juin.
Donc je me suis écrasée au Natural Games à Millau. Et je me suis écrasée un peu fort au sol. J'ai aucun souvenir de cet accident. Mais il y a eu beaucoup de séquelles et de conséquences quand même à ça. J'ai passé du coup 1 mois en réanimation et en soins continus, avec beaucoup de complications post-opératoires. J'ai fait une embolie pulmonaire, pneumothorax, méningite et infection du matériel. Du coup, retour au bloc, machin. Donc c'était un peu... c'était très compliqué. C'était très, très douloureux. J'ai eu énormément de soutien de tous mes proches, ma famille, mes amis. Je crois que entre le 29 juin et le 28 septembre, j'ai pas eu un jour sans visite. Donc j'ai été extrêmement bien soutenue dans l'épreuve quand même. Et je suis sortie en marchant de rééducation fin septembre. Mon objectif, c'était d'aller à la Coupe Icare. Donc ça, c'est un événement de parapente vers Grenoble, à Saint-Hilaire. Et mon objectif, c'était d'y aller en marchant sans béquille. Ok. Et t'as réussi cet objectif? Ouais. Les kinés, c'est là, non, prends tes... Non, je ne prends pas mes béquilles. Et c'était combien de temps après? C'était fin septembre, donc c'était 3 mois après, ouais. Ouais, 3 mois. Ouais, 3 mois, ouais. Ok, donc le fait d'être tenace, ouais, non, c'est j'avais vraiment envie d'y aller. Je suis allée voir mes copains sauter des hélicoptères. Ok. Bon, après, c'est pas facile non plus parce que du coup, j'avais quand même, c'était mes premiers jours où je marchais vraiment, donc juste de pouvoir marcher là-bas, j'avais besoin de faire quand même des pauses régulièrement et tout, donc c'était pas facile, mais c'était un peu mon objectif, quoi, de sentir que je vais pouvoir revenir. Pouvoir revenir à la compétition et au parapente, ou juste revenir dans le milieu et le sport Ouais, déjà de revenir dans le milieu, je pense qu'il y a un truc où t'as un peu peur quand t'as un accident comme ça que tu disparaisses un peu de la toile, que plus personne, qu'on ne voit plus, quoi. Et je pense que c'est un peu moi, ça devait être un peu un truc où je voulais qu'on voit que je suis encore là, que je suis peut-être présente. À mon avis, peut-être dans le milieu, ça devait être un truc un peu comme ça, ouais. Ok. Et t'as ressenti quoi quand t'es allé justement à cette compétition déjà en marchant sans les béquilles? Alors c'est pas une compétition, c'est un festival, quoi, de parapente et des démonstrations. Mais j'étais hyper contente en vrai. Et puis juste de marcher, j'étais hyper contente et tout le monde était hyper content pour moi. Donc en fait c'était juste joyeux comme moment, quoi. Et ça te donne de l'espoir aussi en même temps dans la suite à ce moment-là, où t'es un peu factuel sur le fait en te disant peut-être que... Je savais que j'allais revenir, en vrai. J'étais quand même... À ce moment-là, j'étais déjà déterminée à revenir, ouais. Mais c'est juste, je marchais à peine, donc j'étais pas encore non plus à me dire, ok, je vais aller voler demain. Je suis allée voler en ULM avec mon père, mais pas encore avec le parapente. Là, c'était pas... Je tenais à peu près debout, mais fallait pas non plus... fallait pas trop en demander, quoi. J'étais que 3 mois post-op. Et dans ce moment-là, comment tu fais pour revenir... Alors, je pense que d'un point de vue physique, je vais pas dire c'est facile, mais le schéma est toujours plus ou moins le même, où c'est de la rééducation, reprendre petit à petit. Mais surtout d'un point de vue mental, même si t'es tenace, comme tu le disais, et que tu savais que t'allais revenir, comment est-ce que mentalement t'as tenu le coup, et est-ce que t'as utilisé des outils ou des choses pour avancer, continuer et garder espoir? Ouais, alors en fait toute la partie jusqu'à avant de voler, je l'ai trouvé. Alors j'ai trouvé la période donc juillet hyper compliquée, c'était hyper douloureux. Mais après, en gros, la période hyper douloureuse, j'ai pas trop mal vécu les choses en vrai, intérieurement, parce qu'en fait j'étais très bien entourée. J'avais des gens qui venaient me voir tous les jours. Et en vrai, personne attend rien de toi à ce moment-là. Tout le monde est juste heureux que tu sois en vie, que tu sois là, que voilà, tu partages un bon moment. Et enfin, il y a pas d'attente. Moi, je me mettais pas de pression d'attendre des gens. J'étais juste là, ok, déjà, si je me douche toute seule, je fais pipi toute seule, c'est déjà super. Et en fait, du coup, juste d'exister, tu te sens ok et t'es bien avec ça, quoi. Et en vrai, c'est assez bizarre. Mais du coup, toute cette période-là, finalement, je l'ai assez bien vécue. Après, j'ai eu la rééducation à Cap-Breton, machin,
pour me remuscler, quoi, parce que donc là, j'avais vraiment fondu pendant les 3 mois. Et en fait, ce que j'ai trouvé très compliqué derrière, c'était de revoler, mais pas parce que j'avais peur de revoler. Donc, j'ai revolé une fois avant d'aller à Cap-Breton avec une grande voile sur un vol tranquille. Ça, j'ai pas trouvé ça du tout compliqué psychologiquement, parce que je savais ce qui s'était passé quand même sur l'accident. Donc, je savais où il y avait eu des erreurs, mais en gros, je sais que j'avais pas perdu toutes mes compétences pour voler. Donc en fait, pour décoller, atterrir, voler tranquille, j'avais pas d'appréhension particulière. J'étais là, non mais j'ai pas perdu toute maîtrise, quoi, de absolument toutes les étapes pour voler, quoi. Donc j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Et ensuite, donc je suis allée à Cap-Breton, et c'est quand il a fallu revoler en accro que j'ai trouvé ça hyper compliqué. Parce que c'était de passer le pas, de me remettre sous une voile d'accro ou de refaire de l'accro. Mais c'était pas parce que j'avais peur de faire de l'accro, c'était parce que j'avais peur de la régression que j'allais avoir. Ou que j'avais, quoi. De voir que j'étais moins bonne que ce que j'étais avant. Et ça, j'ai trouvé ça hyper dur. Et en fait, je crois que c'est Théo qui m'a mis un peu un coup de pied au cul. C'est un peu la mauvaise expression, mais juste en mode, en fait, on s'en fout de comment tu voles. On est juste content que tu voles. Donc, arrête de pinailler là pour rien. Parce qu'en fait, c'était vraiment j'avais juste peur de me voir régresser et d'avoir une moins bonne, je pense, estime de moi et je pense qu'il y avait tout un problème de perception de qui j'étais et de ce que, en fait, de comment je me définissais avec l'accro et mon niveau dans l'accro. Et le fait de me voir régresser, c'était comme si je perdais toute ma valeur, en fait. Et c'était limite à, j'ai même pas envie de me voir voler, en fait, en accro. Mais c'est ridicule. Je trouve, en fait, d'un côté, je ressentais tout ça, et de l'autre, je trouvais ça, mais ridicule de penser ça, en fait. Juste de le penser, je me suis dit, mais comment t'en arrives là, quoi? Il doit vraiment y avoir un problème quand même dans ta tête pour que t'en arrives à là, quoi. Parce que j'avais pas peur de reprendre une voile d'accro ou de... Ouais. C'était vraiment une perception de soi, je pense, qui était un peu biaisée, quoi. Et cette perception du moment où t'as cette peur et où tu l'as franchie, est-ce que c'est seulement l'entourage qui t'a aidé en grande partie, entre guillemets, là tu parlais de Théo, ou est-ce que t'as fait aussi un travail sur toi, ou de journaling, ou de visualisation, ou des choses qui ont renforcé aussi cette aide de l'entourage? Je pense que là, c'était beaucoup l'entourage, et j'ai eu un peu mis des œillères après. Et j'ai mon objectif, et je suis retournée à mon objectif. Et je me suis un peu remis dans un tunnel. Et alors, il y a eu des passages un peu compliqués quand même où quand il a fallu que je reprenne des risques, où je savais que j'avais déjà retiré mon parachute de secours sur ces figures-là, il fallait que j'y retourne. Là, je me suis dit, là, je trouvais ça hyper dur parce que j'y suis quand même allée. Pareil, je pense qu'il y a un truc où tu te coupes de ce que tu ressens et t'y vas parce qu'à un moment, ta tête, elle prend une décision et tu ressens plus les choses. Et ça, j'ai travaillé ça après avec ma psychologue plus tard où je me suis dit, ok, c'est pas forcément bon de faire ça. Mais c'est vrai que du coup, c'est un mécanisme que j'ai beaucoup. Et en même temps, ça me permet aussi de gérer la peur dans certains moments, quoi. Donc, alors je sais pas comment l'expliquer, ça je pense que c'est plus des psychologues qui pourront l'expliquer, mais du coup j'ai eu des moments où j'étais déterminée, je fais la figure et j'avais une angoisse pas possible de refaire cette figure et je la refais et en fait c'est en finissant la figure où je pleure et j'ai un peu une sorte de crise d'angoisse, j'arrête de tout faire et j'attends que ça passe, quoi, pour aller atterrir, quoi. Et sur cet événement, dans une interview, j'avais noté que tu avais dit qu'analyser leur technique, en fait, elle avait pas été... Enfin, c'était pas le plus important, parce que l'important, c'était de comprendre comment t'en étais arrivé là à prendre cette décision. Ouais. Qu'est-ce que t'as compris ou trouvé, justement, en analysant ça? Ouais, en gros, le truc, c'est que si j'avais fait cette figure 500 mètres plus haut,
je me serais vraiment pas posé beaucoup de questions en fait, parce que j'aurais tiré mon parachute de secours, probablement ça se serait ouvert, il y aurait pas eu de problème, et puis fin de l'histoire, on aurait replié le secours, je serais remontée voler une demi-heure, 1 heure plus tard, parce que voilà quoi, ça aurait été l'histoire aurait été très différente. Mais en fait là, j'étais très basse en altitude. Et en fait, dès que t'es bas en termes d'altitude, bah, t'augmentes le risque, parce que s'il arrive quelque chose, t'as beaucoup moins de marge de manœuvre pour tirer un parachute de secours. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, dès que tu descends comme ça en altitude, ta tête, elle fonctionne plus pareil, en fait. Le risque, il augmente, et ton corps, il le sent. Et en fait, tu fais des erreurs beaucoup plus rapidement. Parce que tu fonctionnes pas sous le même stress. Alors pareil, je sais pas comment l'expliquer, je sais juste comment je le ressens moi, mais que du coup tu fonctionnes plus de la même manière, et tu fais des erreurs que tu ferais pas si t'avais pas la tête un peu apaisée quoi. Parce que là du coup bah hop, t'es bas en altitude, tu dis ah merde, tu regardes plus au même endroit. Par exemple, si je vais envoyer une figure, bah je me retourne, hop, j'ai toujours les mêmes repères visuels. Donc je vais voir je sais que mes yeux vont regarder par exemple un quart de ma voile à gauche quand je vais tirer, et là bah il y a le sol, je sais qu'il y a le sol, et en fait je vais tirer, et en fait je vais pas regarder ce quart de voile là, je vais regarder hop, ah mince attends, il y a le sol qui est là, machin, il est vachement proche le sol, et du coup hop tu tires mais t'es pas concentré, tu fais vite une erreur en fait que t'aurais pas fait si t'étais 500 mètres plus haut quoi. Et en plus de ça, bah, j'étais sur une démonstration. Il y avait du public en bas. Donc, je pense que c'était un peu un truc où bah, t'as envie de faire le show. Alors, c'est ridicule, hein, parce que ce que les gens en bas voient, si je fais le truc le moins technique pour moi, ça impressionne beaucoup plus que si je fais un truc qui est très technique pour moi, quoi. Donc, c'est ridicule de faire ça, mais je pense que, pareil, la tête, elle est un peu, hop, tu t'emballes un peu dans ton ego. Et après, t'ajoutes à ça que bah, j'avais qu'un seul parachute de secours sur les deux, parce que il fallait pas trop tirer notre parachute, machin, on est en démonstration, faut pas trop prendre de risques. Donc du coup, bon bah t'as encore moins envie de tirer ton parachute de secours. Enfin, c'était un cocktail de tout ce qu'il fallait pas quoi. J'ai vraiment et ajouté à ça, j'ai eu un sponsor peut-être 2 mois plus tôt qui a augmenté tous les contrats des hommes, et pas le mien. Et moi, je leur ai dit, bah, soit vous m'alignez, soit je pars. Et du coup, ils m'ont pas aligné. Donc, je suis partie. Et je pense que du coup, ça m'a piqué fort l'ego. Et pareil, derrière, en fait, ça volait plus trop. J'avais beaucoup de pression bah, j'ai vraiment un truc à prouver. Et en fait, je pense que je me suis fait déborder par tout. Et j'ai eu le cocktail qui a fait que bah, je me suis écrasée, quoi. Okay. Je le vois un peu comme ça. Et c'est intéressant là, ce que tu décortiques, on va dire un peu tous les éléments, les alertes rouges qu'il y avait. Mais par rapport à la dernière phrase que tu as dit que ton ego voulait prouver quelque chose, qu'est-ce que, si tu as la réponse, qu'est-ce que ton ego voulait prouver justement à ce moment-là ? Bah alors à ce moment-là, vraiment, genre j'ai pas une réponse. Je me souviens pas de ce que je pensais. Je sais pas pourquoi j'ai réagi comme j'ai réagi. J'ai des théories parce que je me connais quand même, et j'arrive à sentir comment je fonctionne, mais je me rappelle pas en fait de tout ça. Je me souviens de décoller, et j'ai plus rien après pendant 18 heures. Je me souviens juste de me réveiller dans un brancard à Montpellier. Enfin, et j'ai dû demander 4 fois, 5 fois ce que j'avais. Enfin, je me rappelle de rien, quoi. Mais j'avais vraiment un truc à prouver par rapport je pense que ça, c'est de grandir en tant que femme dans un environnement qui est hyper masculin, qui fait que j'avais quand même, j'ai 2 frères aussi. Je pense qu'il y a toujours un peu cette bataille avec les garçons, machin. Et en plus de ça, bah, le parapente, c'est hyper masculin. Et du coup, je pense que je me suis un peu fait cette idée que, bah, en fait, on peut venir rivaliser avec les hommes dans ce sport, bah, parce que physiquement, c'est pas un sport qui demande, en fait, avoir une carrure particulière, j'ai envie de dire.
Même si bon, va y avoir un peu des différences en termes d'explosivité, des choses comme ça, mais je pense pas que c'est là où il y a le plus gros enjeu. Je pense que là où il y a la grosse différence, ça va se jouer sur l'engagement psychologique. Okay. Et je pense que les hommes ont pas du tout la même relation à l'engagement que les femmes pour l'instant. Je suis pas sûre que ça change ou quoi, mais que en tout cas la gestion de l'engagement c'est pas la même. Et bah, quand t'arrives en tant que femme dans des groupes que de mecs, pour te faire ta place, pour te faire respecter, pour pas qu'on te prenne pour moins que ce que t'es, j'ai envie de dire, parce que il y a quand même ce truc où moi j'arrivais en compète au début et on pensait c'était tout le temps t'es la copine de qui, tu viens voir qui en compétition, et t'es là non, je viens faire la compétition moi quoi. Et en fait il y a un peu toujours ce truc à prouver que non mais je fais la compète quoi, et venir prouver un peu ta valeur, et ça revient toujours à venir te prouver vis-à-vis des hommes, parce qu'en fait c'est plus les hommes qui sont respectés. En tout cas, à ce moment-là, moi, je le percevais comme ça quand j'étais plus jeune aussi. Je me suis dit, ok, il faut que je rivalise avec eux pour être respectée, en fait. Et aujourd'hui, ça change. Et je pense que, en fait, plus on est de femmes, plus le niveau augmente et plus, en fait, les choses s'équilibrent là-dessus. Mais c'est vrai que moi, au début, quand je suis arrivée, j'ai trouvé ça hyper compliqué, ouais. Et quand tu dis ça change au global, ou toi, ta perception de celle que tu avais avant change aussi beaucoup? J'ai envie de dire, il y a les deux. C'est sûr que j'ai plus la même perception que quand j'avais 18 ans. Je pense que quand t'as 18, enfin, en tout cas, moi, quand j'avais 18 ans, j'étais hyper, j'étais pas hyper, mais j'étais quand même un peu, il y avait plus de colère aussi, il y avait moins de compréhension des choses, je trouvais ça beaucoup plus injuste. Alors, il y a plein de choses que je trouve toujours injustes, mais avec lesquelles je suis plus apaisée quand même. Et je pense que en évoluant dans le milieu, finalement, j'ai eu une certaine place, j'ai eu un certain respect aussi, et du coup ça fait que je me suis apaisée avec ça, parce que en fait j'ai le respect que je voulais aussi avoir. Mais du coup c'est aussi parce que j'ai eu ce que je voulais de quand j'étais plus petite aussi quoi. Je vois. Donc c'est un peu les deux. C'est sûr que ma perception elle a quand même changé, mais il y a quand même plein de choses qui restent que je trouve pas normales, qui devraient encore beaucoup changer, ouais. Du genre? Je pense que je pense d'arriver en tant que femme dans le milieu, c'est pas facile non plus, parce que les hommes, ils ont un côté très protecteur aussi, et du coup, ils vont vachement moins, ils vont être beaucoup, comment tu dis? Ils vont mettre leur peur en plus pour te protéger sur ta progression, et du coup tu te retrouves avec tes peurs plus les peurs des mecs à côté, parce que souvent du coup va y avoir des histoires entre les gars et les filles du milieu, et du coup les mecs ils sont souvent meilleurs, et du coup tout à coup ils prennent le rôle de je vais t'expliquer, sauf qu'ils sont pas forcément bons là-dedans, et en fait ils finissent par brider en fait les filles, parce que ils mettent leur peur en plus sur elles, parce que ils veulent pas qu'il arrive un truc quoi, mais du coup la fille elle se retrouve avec double peur quoi. Okay. Et il y a plein de cas de figure comme ça, et je trouve ça c'est pas forcément facile. Après il y a plein de commentaires aussi sexistes auxquels je pense on fait face, et je pense qu'on fait toutes face dans un certain moment en discutant moi avec toutes les femmes autour de moi. Je pense qu'on a toutes eu des mauvaises expériences, et moi je me suis construit une réelle protection pour pas qu'on m'atteigne là-dessus, mais du coup j'étais beaucoup plus fermée aussi aux gens. Je pense qu'aujourd'hui ça va mieux, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je trouvais ça hyper compliqué, ouais. Et parce que quand t'étais jeune, c'est quelque chose qui t'est arrivé, ce que tu disais, le fait de devoir jouer avec deux peurs, les tiennes et celles des garçons qui veulent te protéger entre guillemets, ou? Moi je l'ai vu très rapidement, et vu que je voulais grandir dans ce milieu, me faire ma place dans ce milieu, ma règle c'était de pas avoir de copains dans ce milieu. Ok. Voilà, je voulais pas de copains dans ce milieu. Je voulais pas non plus être associée à un mec. Je voulais pas être la copine d'eux, parce que sinon c'est comme si ma progression m'appartenait plus, et que tout à coup c'est parce que je suis la copine d'eux que je suis forte. Donc en fait je voulais pas être la copine d'eux. Et en fait, mais en discutant avec d'autres filles dans d'autres sports, elles ont fait la même chose. Okay. Et je trouve ça hyper dur en vrai
je trouve ça trop triste en vrai de devoir faire ça pour te faire respecter dans un milieu. J'ai jamais vu un mec qui s'est mis vraiment cette règle en place pour se faire respecter dans son milieu, quoi. Après, je conseillerais pas forcément ça à quelqu'un de le faire, mais moi j'ai pas trouvé d'autres moyens que. Je pense qu'on est vite sexualisé aussi, et c'est quelque chose qui. Alors c'est trop débile, mais du coup on va être réduit à ça, et on va être vachement dégradé là-dessus, et ça va un peu ternir notre image. Alors, du coup, je me suis dit, bah non. Du coup, bah, je m'enlève tout ça. On va me traiter comme les autres, comme les gars, du coup. Et comme ça, je fais partie du groupe et je suis traitée comme tout le monde. Et dans ma progression, je suis aussi traitée comme tout le monde. Ok. Et je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois, dans le sens où, du coup, tu t'es protégée. Donc, au final, on te traite comme un garçon. Donc, t'as pas tous les inconvénients, entre guillemets, d'être, je vais pas dire une fille, mais bah, c'est un dans peu ce milieu, ça. quoi. Ok. C'est un peu ça, ouais. Mais en même temps, bah, je vois plein de femmes dans le milieu qui ont dû, je pense, faire un peu ça aussi, mais du coup, qui limite sont, j'ai pas envie de dire devenus des hommes, mais qui vont limite, des fois, faire des commentaires qui sont hyper, enfin, qui manquent beaucoup de respect envers les femmes, juste pour faire partie un peu de la bande des hommes. Et je suis là, mais c'est trop triste de faire ça, en fait. Parce que c'est trop, enfin, je trouve que c'est trop bien d'avoir des hommes, des femmes, et je pense qu'on s'apporte beaucoup mutuellement. Et je trouve ça trop dommage, que du coup, il y a des femmes qui se comportent comme ça aussi, dans le milieu je pense, pour faire partie du groupe, quoi. Ouais, je vois. Et pour reprendre un peu ce que tu disais tout à l'heure sur la ténacité, et juste avant qu'on ouvre cette boucle sur la différence entre les hommes et les femmes dans le milieu, t'as dit que tu savais que ça allait reprendre. Du coup, t'as repris parce que aujourd'hui, tu fais du parapente acrobatique. Ouais. Combien de temps t'as mis déjà avant de reprendre, au-delà d'aller au festival sans les béquilles, on va dire, de remonter sur une voile? Je sais pas si ça se dit, monter sur une voile. Ouais, de reprendre une voile. Je sais pas comment tu dis. J'ai pris... Alors, à 4 mois, j'ai revolé avec une voile normale, et à 5 mois et demi, j'ai revolé avec une voile d'accro. Ok. Et comment tu fais pour reprendre une voile à 4 mois et 6 mois après une opération Tu sautes un peu un pied. C'est pas préconisé par les chirurgiens ni par les médecins, mais après, je sais pas, après il y a des... Moi, je fais ça depuis que je vole depuis que j'ai 10 ans, donc c'est un peu, ça fait partie de moi un peu quand même juste de voler, quoi. Après, je sais aussi, je pense qu'avec l'expérience et puis avec les blessures, tu te rends compte aussi ok, les médecins ils vont te dire non, tu fais comme ci, comme ça, et toi t'es là, ouais, en fait tu connais pas mon sport, tu sais pas mon niveau, tu sais pas là où, et moi genre j'ai placé ma confiance aussi dans mon niveau. À certains endroits, je me suis dit non, ça c'est ok, ça je me fais confiance là-dessus, je sais que je peux aller voler dans ces conditions-là sans me faire mal, quoi. Ok. Mais après, ça a été un travail plus compliqué. Alors pas sur le début, parce que ça c'est des compétences que j'ai depuis longtemps. Sur la reprise juste du vol en général, mais ça a été plus compliqué dès que je suis revenue sur des choses beaucoup plus techniques. Parce que du coup là j'avais perdu confiance en moi quand même sur ce que je savais faire, parce que vu que j'avais fait une vraie erreur de jugement sur mon accident, je savais plus où est-ce que je pouvais me faire confiance, sur quoi je pouvais me faire confiance, et je savais plus vraiment quoi écouter en fait en moi pour me dire ok, tu peux y aller, ou non, tu peux pas y aller, quoi. Et comment tu la regagnes, cette confiance, parce que du coup l'année d'après t'es championne du monde, c'est ça? Ouais. Donc t'as quand même fait un regain de confiance entre... Ouais, alors ça, j'ai un peu mis des œillères quand même. Et je me suis j'ai un peu fermé les yeux, j'y suis retournée. Je suis allée voler au-dessus de l'eau en Turquie, là où j'étais juste là, pour me remettre en confiance. Je fais ça tous les printemps. Je vais en Turquie comme ça. Je vole. Il y a beaucoup d'altitude et de l'eau en bas, donc en fait, ça nous permet d'être un peu. Et puis l'air est mou. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais en gros, la voile se comporte de manière plus molle et c'est plus lent. Donc en fait, c'est plus facile de te remettre un peu dans le bain en début de saison. Mais ouais, toute la saison, j'ai un peu mis des œillères en 2024 pour revenir.
j'ai fait les coupes du monde, elles ont été très compliquées psychologiquement. Ok. Et au championnat du monde, j'ai réussi à performer aussi parce que déjà parce que c'est une compétition. Donc en fait, j'avais pas le truc de me dire ah purée, j'ai du retard sur ma saison ou quoi, sur mes points. Là, c'était une compétition, il y avait un reset sur toute la compétition quoi. Et j'ai changé de voile aussi entre-temps. Et c'est une voile qui marchait mieux. Et j'ai réussi à bien voler sur ce championnat-là. Ouais. Et quand tu parles d'œillères, ça fait plusieurs fois que tu dis ce terme et tu l'avais déjà dit aussi en introduction. Qu'est-ce que tu entends par j'ai mis des œillères jusqu'à la compétition? Enfin, je me suis un peu mise dans un tunnel, okay. sans trop regarder les choses autour pour passer la saison. Mais en fait, en gros, j'avais l'épaule qui se luxait en fait à partir de décembre. Et en gros, elle s'est luxée toute la saison. Et en gros, elle a fait que de se luxer et de plus en plus toute la saison. Et au bout d'un moment, je levais le bras, elle se luxait. En l'air, elle pouvait se luxer aussi. Donc en fait, sur la fin de saison, je m'entraînais plus. Enfin, j'allais qu'en compétition, mais j'étais pas. En fait, mon corps me lâchait aussi, quoi. Donc, et en fait, après les compétitions, j'ai un peu tout s'est relâché et j'ai pas du tout. J'ai envie de dire, j'ai gagné et ensuite j'étais là. Ouais, je me sens pas bien. Ouais. Je me sentais pas bien. Je me sentais très vide. Je savais pas trop pourquoi je faisais ça. Je gagnais. J'étais là, oui, bon, et donc, si c'est ça sert à quoi, finalement? Et ensuite, je suis retournée au bloc, machin, pour me faire opérer. Et en fait, c'est en ayant une conversation avec une copine à moi, avec Marion Herty, qui m'a dit, je pense que là, t'as besoin de te faire aider par une psy. Okay. Je peux pas être ta psy, là. T'as besoin de plus que ça. Et j'étais là, ok. Donc là, après, je suis allée faire un travail avec une psy. Et tu le prends comment à ce moment-là, quand elle te dit ça? Enfin, déjà, dans un premier temps, quand t'es... je le sais depuis un moment déjà que, en vrai, je devais aller voir une psy. Je pense que j'en ai aussi. Mes parents, ils me l'ont. Enfin, ma mère a pas mal poussé pour ça. Après, je pense que quand tes parents te le disent, c'est toujours plus compliqué à entendre. Enfin, t'as beaucoup moins envie d'entendre les choses. Et en fait, là, j'étais tellement fatiguée. Et Marion, c'est une copine avec qui je parle de beaucoup de choses et qui a traversé beaucoup de choses aussi. Et je pense que là-dessus, elle m'a assez. J'ai pas mal confiance en elle et puis elle m'a pas mal inspirée sur pas mal de choses aussi. Parce que c'est peut-être plus simple aussi d'avoir confiance dans une personne comme Marion que tes parents parce qu'elle est aussi athlète de haut niveau et donc il y a une compréhension qui est différente, non? Oui, alors parce que en fait, je pense il y a certains épisodes où on peut faire des parallèles quand même sur certaines choses qu'on a vécues. Et je pense que déjà c'est bienveillant. Enfin, c'est pas une insulte de dire que t'as besoin de voir une psy, tu vois. Je pense qu'il y a un truc un peu tabou encore. Enfin, tu vois. J'habite à Chamonix, des fois il y a un peu un truc encore montagne, machin, c'est un peu tabou tout ça. Mais en fait, moi c'est le truc qui m'a le plus aidé, je pense, sur la suite aussi, hein, pour me sentir bien, avec moi-même, ouais. Et comment t'as fait le premier pas? Est-ce que ça a été quelque chose de difficile, voire plus difficile mentalement que de reprendre la voile ou de mettre des œillères, ou vu que tu le savais et que tes parents et Marion t'avaient conseillé? Hein. Ouais, alors en fait, ce que j'ai trouvé hyper compliqué pour aller voir une psy, c'était que j'avais peur de comprendre ce qui allait pas chez moi, de moi à moi-même, et du coup de plus avoir l'objectif, plus avoir d'objectif dans ce que je faisais dans le parapente, et du coup de décrocher de ce que je faisais et que je faisais tout le temps. Et que je fais tout le temps, toujours, hein, et que j'avais trop peur de voir ça et de me dire, non, maintenant je peux tout jeter à la poubelle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai quitté le lycée, je suis rentrée en prépa, en PCSI, physique-chimie, pour faire une école d'ingé. Et en fait, au bout de 2 semaines, j'ai quitté la prépa. J'ai appelé mes parents, j'ai dit je peux pas faire ça en fait, je peux pas mettre toute ma vie sur pause pour faire ça. Moi j'ai envie de voler, j'ai envie de faire plutôt du commerce d'ailleurs, mais j'ai envie de voler en fait. Et donc en fait je suis rentrée derrière en licence, mais à ce moment-là j'ai vraiment fait un choix
Enfin, moi, je l'ai fait. Enfin, pour moi, je l'ai fait une fois ce choix, et c'est que j'allais prendre du coup ce chemin et de vouloir faire du parapente, faire que ça en fait finalement. Et et c'était comme si j'allais voir ce psy, c'est comme si je devais renoncer à tout ce choix que j'avais fait et que j'ai fait, qui m'a finalement, ça m'a pris. Enfin, finalement, ça fait 5 ans que je fais ça, et de me dire qu'il fallait que je renonce à tout ça. Et en fait, il y avait des profs qui m'avaient dit ah mais tu vas rater ta vie, machin, fais pas ça. Et je trouvais ça beaucoup trop compliqué de me dire que il faudrait que je renonce à tout ce projet que j'avais construit et que ça faisait des années que je faisais ça, et je trouvais ça beaucoup trop dur en fait de potentiellement devoir renoncer à tout ça. Ok. Et de devoir lâcher cette partie de moi, je pense, parce que vu que j'associais tellement ma personne aussi, du coup, petit à petit, à la compète, à mes résultats, machin, que si je lâchais ça, c'est comme si je me lâchais moi et que je savais plus, je sais plus où je suis, je sais plus qui je suis, pourquoi, enfin, je pense que t'es tout perdu, quoi, après. Et comment tu l'as fait le pas, entre guillemets, de te dire, quand même y aller avec cette pensée de dire, en fait, si je le fais, ça va peut-être quand même remettre tout en question, parce que je suppose que... Ouais, c'est un peu ça, ouais. Bah, en vrai, c'est en discutant avec Marion, c'est aussi en ayant le premier rendez-vous avec la psy, ou qui m'a rassurée aussi là-dessus, en me disant mais en fait on va pas, c'est pas, y a pas toute ta vie qui va être bouleversée non plus. Je pense que c'est aussi une manière de se comprendre et de se faire évoluer soi-même aussi. Et en fait, le parapente, c'est pas, je pense que j'ai eu une phase où je me suis perdue en m'associant qu'à ça, mais en fait, c'est aussi remettre juste les choses à la bonne place vis-à-vis de soi-même, et pour se sentir bien avec soi-même, en fait, parce que finalement, c'est hyper toxique de s'associer que à son résultat de compétition. C'est qu'en fait, si tu fais deuxième, c'est le bout du monde, alors que ça va, hein, c'est pas le drame, hein, c'est juste du parapente, tu vois. Ouais. Et c'était ça, c'est vrai que ça a été un peu un travail quand même à faire. Ouais, faire sur moi, ouais. Et au-delà de ça, qu'est-ce que tu as appris justement sur toi avec ces premières séances de psy ou cet accompagnement, au-delà du fait que ça allait pas tout remettre en question et que deuxième, ça va aussi? Ouais, bah, les séances de psy, en fait, c'était elle me faisait, au début, c'était 3 séances de 4 heures. Ok. C'est des méga séances. Tu sors de ta première séance, t'es rincé. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce que tu viens vraiment décortiquer un peu tout. Et c'était hyper intéressant, en fait, aussi de comprendre, de comprendre tous tes liens de parenté, machin, ta relation dans ta fratrie. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et avec le parapente, en fait, j'avais une version hyper idéalisée, quand j'avais 18 ans, de ce que c'était, d'être un athlète, ou d'une athlète, et de faire, de faire que ça, de pouvoir vivre de ta passion, ou des choses comme ça. Et je pense que petit à petit, puis avec l'accident, machin, ça a pris un côté, j'avais toujours cette vision un peu idéalisée, et en même temps un côté très sombre. Et en même temps, petit à petit, je commence à avoir des partenaires. Du coup, ça devient un peu ton travail aussi. Et du coup, au début, ça a juste place de c'est ma passion. Et en fait, ça devient beaucoup plus que ça, et beaucoup plus complexe que ça, en fait, avec le temps, ouais. Et du coup, l'idée, c'était un peu aussi de décortiquer ça et de remettre tout à sa place. Mais ça a été intéressant aussi, ça, j'en ai discuté avec mon père, et où j'expliquais que moi, j'avais fait ce choix en quittant la prépa, machin. Et moi, je l'ai fait une fois, ce choix, tu vois, de prendre ce chemin-là. Et mon père, il m'a dit, mais tu le fais tout le temps, ce choix. En fait, je fais un master à côté. Donc là, je finis mon master en école de commerce, l'école de management de Grenoble. Il m'a dit, mais rien ne t'empêche, à la fin de ton master, de prendre un boulot normal, de retourner, de changer de vie. Il n'y a aucun problème. Et moi, je ne conçois pas ça. Je suis non, j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix il y a 5 ans. Je fais du parapente et je construis ma vie, en tout cas, autour du parapente. Après, j'ai pas décidé de faire athlète et que ça, et que j'ai pas une ouverture à autre chose. Mais par contre,
j'ai aucune envie de retourner dans un schéma classique. Alors vraiment, ça m'inspire pas du tout. Okay. Et pour moi, ce choix, je l'ai fait une fois. Pas, j'ai pas l'impression de le faire tout le temps. Alors qu'il m'a dit, mais non, mais après ton accident, t'as fait le choix de revoler et de retourner à ça. C'est un énorme choix de faire ça. Et j'étais là, bah non, parce que ce choix, je l'ai fait il y a 5 ans. Ouais. Et on n'était pas du tout sur la même perspective de je sais pas, moi, ce choix, je l'ai fait une fois et aujourd'hui, bah. Et cette vision du choix, maintenant que tu as aussi la vision de tes parents là-dessus, est-ce que la tienne, elle a changé ou maintenant tu comprends un peu plus le fait de te dire je le fais tous les jours, ce choix? Ou t'es quand même encore ancré dans ce truc, non, mais ce choix, je l'ai fait il y a 5 ans et on le reste avec? Ben, je suis toujours, j'ai un peu moite-moite. Ce qu'aujourd'hui, en fait, c'est que avant, j'étais beaucoup je prévoyais tout, à 10 ans, un peu. Et en fait, petit à petit, j'ai compris que tu peux pas vraiment prévoir la vie. Et qu'il faut un peu laisser la vie, se faire, tu vois, et qu'en fait, si t'es un peu intelligent et que tu prends les opportunités quand elles viennent, je trouve que la vie, elle est assez bien faite quand même. Et du coup, petit à petit, je fais quand même plus confiance au parcours en fait que j'ai pour me dire que en fait ça va aller et en fait les choix se dessinent au fur et à mesure et j'ai pas besoin d'anticiper 10 ans à l'avance ce que je vais faire de ma vie. Mais c'est vrai que j'ai quand même ce truc de j'aime bien prévoir les choses, j'aime bien que les choses soient dans des cases et du coup j'ai toujours un peu ce truc où j'ai fait mon choix il y a 5 ans et c'est mon choix quoi. Ouais. Mais en fait, c'est plutôt que je pense que c'était une vision très binaire de soit le parapente, soit l'école. Et en fait, je fais toujours les deux. Et j'ai jamais réellement fait un choix non plus entre les deux. J'ai toujours une sécurité que si le parapente ça marche pas, j'ai quand même toujours des diplômes. Du coup, c'est très c'est un peu confus quoi. C'est pas C'est marrant parce que quand on avait échangé avant l'épisode aussi, tu m'avais beaucoup parlé de liberté et du fait que maintenant c'est une valeur qui te tient à cœur après cet événement. Mais en même temps, le fait de réfléchir à prévoir à l'avance et d'avoir fait le choix une fois te contraint aussi dans cette liberté, entre guillemets. Ah ouais, mais je pense qu'après, les contraintes, on se les met tout seul. Hein, quand on se met des contraintes, le nombre de fois où je me mets une case de « non, faut que ça se passe comme ça ». Et après, en fait, ça se passe finalement pas comme ça. Et tout va bien, tout est ok, et c'est pas grave, en fait, ça part à un autre côté, il y a pas de souci, quoi. Mais je me mets dans des boîtes comme ça, et c'est vrai que... Mais ça, je suis plus flexible qu'avant, quand même, là-dessus. Après, quand je dis que j'ai fait ce choix, c'est que j'ai fait le choix du parapente et de prendre cette direction-là et de pas me mettre en gros dans un parcours beaucoup plus classique de faire une prépa, faire une école d'ingé, prendre un job et avoir un plein temps et machin. Et qu'aujourd'hui, c'est pas que je veux pas avoir un autre travail ou quoi, c'est que je sais que mon parcours il va être beaucoup moins classique en fait qu'on va dire que tout le monde, mais par contre c'est juste que les opportunités elles viennent au fur et à mesure et je pense que tu les déclenches avec le temps aussi en parlant avec les gens. Et par rapport à ce parcours, du coup maintenant à quel point ça prend une place importante le parapente acrobatique et le parapente, parce que tu nous l'as dit en introduction que c'était 2 disciplines différentes. Et à quel point c'est des disciplines différentes, toi, dans ta pratique quotidienne? Moi, je pense que j'ai une vraie passion, tu vois, pour le parapente en général. Okay. Et l'acrobatie, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup parce qu'en fait, c'est hyper carré. Donc, en fait, moi, ça me correspond dans plein de choses aussi. Et c'est soit ça marche pas. Donc, et puis, l'erreur, elle est globalement humaine. Donc en fait, globalement, tu peux que te remettre toi en question et que progresser et que devoir progresser. Donc c'est hyper satisfaisant aussi. Tu passes par beaucoup de frustration, mais le process est quand même assez satisfaisant, j'ai envie de dire, à long terme. Mais par contre, ma passion, elle est plus dans le vol. Je pense que le jour où j'arrêterai l'accro, peut-être je toucherai de temps en temps une voile d'accro, mais par contre... voler, vraiment, j'aime tellement juste monter, aller faire un petit coucher du soleil, hop, et faire un petit vol pour redescendre à la maison. Enfin, c'est juste, pour moi, c'est pas grand chose, techniquement, mais par contre, c'est juste trop agréable, quoi. C'est trop incroyable comme moment, c'est spécial, quoi.
Et du coup, ta liberté, tu la retrouves dans ces moments de vol avec le coucher du soleil? Ouais, dans ces vols-là, ou quand je vais m'amuser au sol, aller faire du soaring, c'est quand on vole un peu proche du sol, dans le vent. Ok. Enfin, c'est trop... tu joues vraiment avec les éléments, quoi. C'est trop... Et dans ces moments-là, parce que du coup, t'as moins, voire pas de prise de risque et d'engagement comme avec l'accro, par rapport à ce que tu me disais. Alors, c'est peut-être moins perceptible, Ok. c'est moins... Mais quand même, parce Ouais. qu'en fait, c'est le sol qui fait mal. Ouais. Et vu que tu joues proche du sol... Ouais. Bon. Et t'as moins de protection en général, machin. Ok. Donc, en général, tu peux quand même bien te faire mal là-dessus aussi. Ok. Et dans ces moments-là, du coup, où c'est plus du vol tranquille, où t'as ce sentiment de liberté, comment est-ce que je sais pas comment dire, mais comment est-ce que tu le ressens? Qu'est-ce que ça fait en toi de dire là, je vole? Tu vois? Moi, je suis trop juste posée en l'air, je suis toute seule. Je suis tranquille, il y a personne qui m'embête. Je suis juste là. Vraiment, c'est juste, c'est de la liberté, quoi. Tu te sens tranquille. Tu vois, si je suis sous l'eau, je me sens oppressée, alors que dès que je suis en l'air, je suis Petit apéro avec les oiseaux. Hein. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Okay. Bah non, mais c'est vrai. En vrai, les couchers du soleil le soir, c'est vraiment trop spécial comme moment. Ok. En plus, dans les montagnes à Chamonix, ça doit être c'est incroyable. avec les vallées et les pics. Ouais, il y a des trop beaux soirs, ouais. Okay, trop cool. Ok, pause. Si t'es encore là, c'est que t'as apprécié cet épisode, alors abonne-toi. Parce que c'est pour cette raison que Crisis existe. Partager des histoires comme celle-ci. Plus on est nombreux, plus je peux vous ramener des invités exceptionnels comme aujourd'hui et vous proposer ce contenu gratuitement. On reprend. Je sais pas comment relancer sur ce sentiment de liberté dont tu parlais, mais en même temps avec ce qu'on a dit avant, mais c'est marrant parce qu'à travers tout l'épisode et même toi, ton parcours, quand je me renseignais, on dirait qu'il y a quand même un fil rouge jusqu'à l'arrivée de ton titre de championne du monde et au moment où tu as commencé à être suivi par une psy, de toujours, avancer dans, je sais pas si c'est la colère, mais on va dire dans la confrontation de ce que les autres pensent ou veulent. Ouais. Je vais dans ce milieu, mais je me mets pas avec les garçons parce que je fais prépa, mais en fait je fais plus. Ouais. On veut pas que je reprenne le parapente, mais du coup je deviens championne du monde. Et que après ça, tu t'es apaisé, on va dire, au fond de toi. Je sais pas si c'est clair de la manière dont je le dis. Je pense que je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais je pense que j'avais beaucoup de choses à me prouver, puis dans le regard de l'autre aussi, beaucoup. Et je pense que je cherchais les solutions dans le regard de l'autre. Ok. Et en fait, c'est là où tu le vis hyper mal, parce que déjà, tu seras pas apprécié de tout le monde. Il y aura forcément toujours des gens qui seront pas contents, machin, qui adhéreront pas à ce que tu fais. Tu vois, par exemple, ou même un truc que je trouve pas facile, c'est depuis l'accident, ma mère. Alors pour ma mère, ça a été hyper compliqué de me voir déjà dans cet état-là. En plus, elle est pas passionnée du parapente, donc c'est pas forcément un truc qui l'anime particulièrement. Et elle trouve ça hyper compliqué de venir me voir en compétition, de me voir voler. Et du coup, elle m'a dit, écoute, je vais pas venir à la prochaine cette année parce que elle dort pas de la semaine. Enfin, elle trouve ça beaucoup trop compliqué. Et moi, j'ai trouvé ça hyper compliqué aussi de mon côté parce que j'étais là, moi, c'est le truc que je fais où je m'entraîne toute l'année pour ça, où t'as envie de rendre les gens fiers de toi, je pense. Et là, on te dit, en fait, ça me met trop mal de devoir faire ça, tu vois. Et tu fais, moi, je donne tout ce que j'ai pour ça. Et elle veut pas voir. Et j'ai trouvé ça hyper dur à digérer aussi parce que et en même temps je comprends aussi parce que je me dis purée, en tant que mère de voir ton enfant faire ce qui a failli la tuer aussi, je pense que c'est hyper traumatisant. Je pense qu'elle a fait aussi des heures de psy. mais du coup ça a été c'est vraiment pas facile, ouais. Mais je pense que il y a vraiment un truc dans le regard de l'autre, je pense, que je suis allée chercher, et je pense que c'est jamais un truc que tu résous complètement non plus, tu vois. J'ai envie de dire, je suis plus apaisée. Alors oui, je suis plus apaisée là-dessus. Est-ce que je suis complètement apaisée? Non, tu vois. Je pense qu'il y a toujours un truc aussi quand tu gères une image de toi et que tu vends une image de toi finalement, parce que quand t'es avec des partenaires machin, tu vends une image de toi.
c'est compliqué aussi de venir différencier cette image de toi et la personne que t'es, tu vois. Ouais. Et pas te confondre dedans et pas prendre personnellement quand ils sont pas contents, quand tu sais, tu peux vite te sentir piqué par ces choses-là parce que tu dis ouais mais en fait c'est ma personne qui est pas bonne, tu vois. Alors qu'en fait en fait non, c'est juste ton image qui reflète quelque chose qui va être critiqué, c'est pas forcément ta personne, tu vois. Et ça, pareil, de gérer cette distinction-là, j'ai trouvé ça quand même plus... j'ai envie de dire, aujourd'hui, pareil, ça va mieux, mais je trouvais ça pas facile non plus. Au début, je prenais vite les choses... c'était vite très blessant, en fait. Tu vois, et c'est pas facile à gérer ça au début. Et comment t'as fait à travers tout ce temps? Est-ce que c'est l'aide de la psy ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui t'ont aidé à t'apaiser là-dessus? Parce que comme tu le disais, ça part pas vraiment pour toujours, mais... Ouais, je pense qu'il y a un truc où d'être droit dans ses bottes, de comprendre où tu te places et de te dire ok, non, en fait là, moi je suis bien avec moi-même là-dessus, je sais que j'ai pris une bonne décision. Si lui il est pas content, je peux rien faire non plus, tu vois, c'est pas de mon ressort non plus à ce niveau-là. Mais ça c'est pareil, c'est pas un truc que tu résous du jour au lendemain, et je pense que c'est un truc où toute ta vie tu travailles un peu sur ces thématiques-là, tu vois. Mais c'est sûr que je sais plus où j'en suis. Je me suis un peu perdue. C'était sur comment est-ce que tu travailles et t'as apaisé ce besoin de regard des autres. Ouais, je pense que ça c'est avec le temps de te sentir mieux avec toi-même et de te dire que en fait des fois c'est juste peut-être ton image qui va trigger quelqu'un. Ouais. Et cette personne du coup elle va rejeter le problème sur toi. Et du coup tu dis attends, mais est-ce que c'est moi le problème ou finalement est-ce que c'est juste lui qui a un problème avec lui-même? Et en fait moi ou mon image elle déclenche ça de lui à lui-même, tu vois. Et tout ce truc là c'est hyper, c'est quand toi t'es ok avec toi, c'est bon, tu vois, tu dis non, ça va. Mais quand l'autre te rejette la faute dessus, en fait ça revient tout le temps à toi, et genre c'est pas facile à gérer, je trouve ça, de rester ok juste avec toi et de te dire non mais c'est bon, je sais où je suis, je sais où je me place, je suis présente, je suis là, c'est ok, tu vois. Mais quand ça revient comme ça à toi, ça j'ai trouvé ça. Il y a des années, je crois que c'était en 2022, ça a été plus compliqué ça. Genre, il y a eu des moments, je me suis dit mais en fait j'ai pas envie de faire ça, hein. Ça m'énerve d'avoir toutes ces histoires des fois autour. Le milieu il est petit, du coup ça te revient vite aux oreilles, des fois les échos et tout. Okay. Et j'ai trouvé ça compliqué, une année. Et qu'est-ce qui a fait que t'es resté dedans dans cette année compliquée? Je pense que après les années elles passent, il y a du roulement aussi, tu vois, t'as des gens qui partent un peu plus, et en fait les gens qui sont pas bien avec eux-mêmes, au final au final ça se retombe plus sur eux que sur toi, parce qu'au final au bout d'un moment, tu vois, c'est eux, ils mettent le problème sur toi, mais ensuite ils vont mettre le problème sur quelqu'un d'autre, tu vois, parce qu'une fois qu'ils auront pas la réponse qu'ils veulent, ça va partir ailleurs. Donc en fait il y a un peu du roulement, je trouve, qui se fait, et après tu grandis et je sais pas, t'as d'autres problèmes, tu vois, tu te casses le bassin, tu fais bon, il y a pire. Ça aide à relativiser. Je pense que tu relativises un peu. Ouais. Ça aide. Et est-ce que c'est justement, là tu le prends sur le ton de la rigolade, mais est-ce que maintenant c'est encore quelque chose que tu prends et qui t'aide à relativiser dans ce qui t'arrive, on va dire au quotidien ou dans ton activité de parapente? Oui, si pour le coup tu relativises, mais après tu perds... En fait, quand tu reviens un peu dans le monde normal, des fois, t'oublies un peu. T'es un peu là, non, mais c'est tout normal. Et après, vu que j'ai encore des séquelles quand même, je suis en mode, vu que ça se voit pas, des fois, c'est pas facile parce que les gens, ils voient pas. Donc, tout paraît normal. Donc, tu vois, il y a des attentes aussi. Et tu fais, ouais, mais ça, en fait, ça marche plus, ou ça, c'est plus compliqué, et machin. Et du coup, vu que ça se voit pas, toi, je sais pas, moi je me mets peut-être plus la pression sur des trucs, et du coup ça crée un peu un mal-être un peu à l'intérieur, ou des complexes ou des choses comme ça, ouais. Et ça, c'est quelque chose qui devient une frustration, une douleur maintenant, de justement le fait que ça t'empêche de faire certaines choses ou que les autres le voient pas? Des fois du coup t'as envie de le crier sur tous les toits. Donc ça, c'est des fois un truc où tu vois, il y a eu l'année d'après, je pense, où j'avais vraiment beaucoup besoin d'en parler aussi.
Parce que j'ai l'impression que les gens oubliaient, tu vois. J'ai un copain, quand je me luxais l'épaule, il pensait en fait que c'était un peu une excuse, tu vois, que je me cherchais une excuse pour mes perfs. Et ça, j'ai trouvé ça hyper compliqué. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au championnat de France, elle s'est luxée au décollage. Et du coup, j'ai pas décollé et j'ai pas réussi à la remettre l'épaule. Et donc, c'est eux qui me l'ont remise. Du coup, ils tenaient tous mon épaule, machin, et ça fait un peu comme, un peu une cuisse de poulet, là. C'est un peu dégueulasse, tu vois. Tu remets l'épaule, enfin, c'est un peu dégueu. Et en fait, là, il a vraiment senti que, ah non, en fait, vraiment, ton épaule, elle sort. Et j'étais là, mais oui, je vous jure, je me cherche pas d'excuses. Et t'as un peu envie de le crier sur tous les toits, tu vois, parce que t'as envie que les gens, ils te comprennent, mais en même temps, on est tous un peu seuls dans nos situations, tu vois. Les gens, ils comprendront jamais complètement, tu vois, ce que j'ai traversé non plus. Mais comme chacun est très unique et chacun traverse ses épreuves à certains moments, tu vois. Et je suis retournée à l'hôpital. En fait, c'était l'automne dernier, là, en 2025. Je suis retournée à Montpellier pour aller, en fait, emmener un petit cadeau aux infirmières, machin. Et en fait, ça m'a tellement touchée déjà, je suis allée avec une amie à moi qui est en pharma et qui m'a dit, qui fait, ah, t'attends pas qu'ils se souviennent de toi parce qu'ils en voient tellement passer, machin. Et en fait, je suis rentrée dans les soins continus et l'infirmière, elle m'a regardée, elle fait, j'étais là, bonjour, elle fait, Maud. Et j'étais là, ah, vous vous souvenez, machin. Je trouvais ça trop touchant qu'elle se souvienne. Et en fait, c'était un peu, vu que c'était des gens qui étaient très proches toute cette période hyper dure, bah c'est comme si, et en même temps plus déconnectés émotionnellement parce que eux c'est leur métier. Tu vois, par exemple, mes parents, ils étaient là tous les jours à ce moment-là, mais vu que eux aussi ils ont leur douleur de ce moment-là, bah c'est comme si moi j'arrive pas à me réapproprier ce moment-là. C'est un peu comme si leur douleur, j'arrive pas à juste accepter que ma douleur, parce que je prends en leur parlant à eux, je sens leur douleur à eux aussi, en fait, dans le moment. Alors que quand j'ai parlé aux infirmières, j'étais là, ah, vous avez vu comme c'était, vous vous souvenez de comment c'était horrible, quoi. Et j'ai un peu l'impression c'était les personnes les plus proches qui pouvaient comprendre vraiment ce que j'ai senti, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça hyper touchant, d'avoir les infirmières. Et tu retournes encore les voir ou de temps en temps ou... Non, je suis allée les voir une fois. Mais c'était un gros step. C'était un peu aussi comme si tu dois tourner la page en fait dessus. Tu vois, tu vas pas y retourner tous les jours. Tu vas voir, tu vas aller en réa, dire bonjour aux infirmières. Tu vois, à un moment t'as dit merci. Tu vois, tu retournes les voir pour dire merci. Tu y retournes pas tous les 2 mois. Tu vois, mais ça a été un gros step aussi. Tu vois, d'aller de retourner les voir parce que c'était comme si je fermais ce chapitre un peu de cet épisode à Montpellier et en fait le fait de pas y retourner, c'est comme si tu fermes pas vraiment le chapitre et que ça garde ce moment-là à toi, tu vois, si tu gardes te dire ah putain non mais vraiment j'ai vécu cette douleur là et en fait t'y retournes et petit à petit en fait le temps il passe et il faut accepter que ça évite de te ronger un peu de l'intérieur ok. Je vois. Mais c'est rigolo parce que quand tu le dis au début, tu te dis non, ça va, c'est rien, je vais juste aller les voir. Et en fait, après, tu te prends une décharge d'émotions et tu fais wow, mais qu'est-ce qui m'arrive? Très, très touchant. Je vois qu'on arrive un peu à la fin de l'interview parce que t'enchaînes avec une deuxième interview. Donc, je vais pas te relancer là-dessus, même si j'ai plein de questions. Je pense pour finir, je vais te poser la question que je pose à tous les invités. C'est est-ce que, alors elle varie un peu, mais c'est une recommandation littéraire, mais est-ce que dans tout ce parcours et ces péripéties que tu as eues, il y a un livre qui t'a aidé à avancer ou qui t'a chamboulé un peu sur ce chemin? Alors, je sais que pendant comment il s'appelle ce livre? Mais je l'ai écouté en livre audio en plus. C'est une fille qui part au Népal. Kilomètre zéro. Ok. Et je l'ai pas lu, je l'ai écouté, mais je l'ai écouté plein de fois et je m'endormais en l'écoutant ce livre. Mais en fait, j'arrivais plus à dormir, donc en fait, je passais beaucoup de temps à écouter ce livre. Et je sais pas, je pense que c'est un livre qui redonnait un peu de l'espoir, qui était touchant et qui parlait d'un chemin de vie.
C'est vrai que c'est un peu le seul livre, je pense. Je lis pas beaucoup en vrai. Hein. Donc Pas de c'était un souci. peu le seul. Je l'ai écouté en plus, mais je crois que c'est le. Ça compte quand même. Ouais, non, mais ça compte carrément parce que j'avoue que je pouvais même pas regarder de film, rien, Ah ouais, tellement ok. j'étais épuisée. Donc Donc tu fermais les yeux avec le avec livre. ça, quoi. Ouais. Ok, très cool. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'être passé derrière le micro. Je vais pas te mettre plus en retard pour les autres rendez-vous. Jack a eu des bouchons pour venir. Ouais, désolée. Merci beaucoup à toi et puis à bientôt. Merci beaucoup.